4 ans après son investiture à la tête de la République démocratique du Congo comme chef de l'État, 2019-2023, Félix Tshisekedi Tshilombo face au bilan. Devant la conscience nationale, internationale, notamment diasporique, bienvenue dans la semaine spéciale RDC du 20 au 26 février et c'est sur l'Afrique d'une seule voix. L'Afrique d'une seule voix. L'Afrique d'une seule voix. Rex Kazadi, bonjour. Bonjour, Eugénie. Merci de participer à cette semaine spéciale RDC. Alors, est-ce que vous pourriez vous présenter, Rex Kazadi? Bonjour, je suis Rex Kazadi. Je suis un homme politique de la République démocratique du Congo. Donc, j'étais un ancien activiste du mouvement qu'on appelait les combattants. Et puis, nous sommes mués en parti politique parce qu'à un moment donné, nous avons décidé que les personnes pour qui nous nous sommes battus n'étaient pas à la hauteur et nous avons décidé de prendre notre destin en main et de nous battre pour l'intérêt général. Donc, voilà. Alors, comment est né le mouvement Les Combattants? Parce que pendant des années, il est vrai que vous avez interdit à des artistes congolais de se produire dans plusieurs capitales occidentales et européennes. Comment en êtes-vous arrivé à créer ce mouvement, Les Combattants? En fait, le mouvement a été créé à Londres par des personnes beaucoup plus âgées que moi. Moi, j'ai 44 ans. C'était la génération 55-60. Hein. Certains sont vraiment beaucoup plus vieux. Et le mouvement est né suite aux problèmes que nous avons en République démocratique du Congo. Nous sommes le seul pays au monde, je dis même pas d'Afrique, le seul pays au monde depuis la Deuxième Guerre mondiale qui avons perdu à peu près entre 6 et 8 millions d'êtres humains sont morts en République démocratique du Congo depuis ces 30 dernières années, dans le silence total de toute la communauté internationale. Donc, à un moment donné, nous nous sommes dit, pour que nous soyons respectés, il fallait d'abord qu'on commence à faire le ménage chez nous, dans notre propre communauté. Et nous avons voulu stopper la musique, boycotter la musique et dire à nos artistes qui se faisaient les chantres et les porte-paroles des politiques, parce que je ne sais pas si vous comprenez les lingala, mais dans beaucoup de chansons, il y avait beaucoup de dédicaces des colonels, des généraux, d'hommes politiques, etc., etc. Donc on a dit non, il faut que ça s'arrête. Il faut que vous arrêtez de chanter ces gens-là. Il faut que vous souteniez la voix du peuple. Il faut que vous parliez de ce qui se passe au Congo. Il faut que vous parliez des gens qui se battent, comme le docteur Mukwege. À l'époque, il n'était pas encore connu. Et nous nous sommes mobilisés pendant des années, des années. Nous avons vraiment boycotté un maximum d'artistes jusqu'à un moment où ils ont compris que, parce qu'au départ, il y avait vraiment un bras de fer. Ils se disaient, vous êtes qui pour nous boycotter? On va vous prouver qu'on peut faire ce qu'on veut. Et puis bon, la voix du peuple, elle a été la plus forte. Et la population, le peuple congolais a bien compris que la priorité était d'abord d'honorer nos morts, ce qui n'est pas encore fait jusqu'à aujourd'hui. Alors, depuis lors, le mouvement existe-t-il encore? Aujourd'hui, le mouvement n'existe plus comme à l'origine. Aujourd'hui, il reste quelques personnes qui se revendiquent combattants, mais la grande majorité des personnes qui étaient réellement dans ce mouvement se sont muées en mouvement politique pour certains, pour d'autres sont dans l'associatif, d'autres ont arrêté, mais le mouvement que nous connaissons dans lequel j'étais n'existe plus aujourd'hui. Congolaises, Congolais, en RDC, mais aussi dans la diaspora, nous dressons le bilan des 4 ans de gouvernance du président Félix Tshisekedi. Alors, vous parliez de faire le ménage, et je me rappelle très bien justement de ce mouvement, puisque à Africa numéro 1, j'ai reçu les membres de ce mouvement, et je me souviens que j'avais fait une interview à Papa Wemba, et c'était assez violent quand même. C'est-à-dire, autant on comprenait la démarche, on comprenait que c'était légitime que les Congolais en diaspora se mobilisent pour sensibiliser l'opinion internationale sur ce qui se passe en RDC, notamment ces violences, ces crimes, ces personnes mortes en fait. Et en même temps, on ne comprenait pas la méthode qui était assez violente. Qu'est-ce que vous répondez à ça? La méthode, elle était, comment dire, vous savez, lorsque vous êtes dans un mouvement populaire où la seule manière d'y adhérer, c'est d'être congolais, évidemment, vous prenez tout le monde. Donc, lorsque vous rassemblez un peu les gens venus de partout,
Et ben, dans vos rangs, on peut avoir aussi des casseurs, des gens qui sont venus en découdre, etc., etc. Le mouvement était fait des pères de famille, en règle générale, était fait d'hommes et des femmes conscients qui se battaient avec un idéal. C'est pour ça que je vous ai bien dit que c'était un mouvement de boycott. C'était pas un mouvement d'interdiction, c'était vraiment un mouvement de boycott. Évidemment, malheureusement, comme c'était ouvert à tous, il y a eu des dérapages. Mais comme un peu partout, hein, vous voyez aujourd'hui, que ce soit à Paris ou à Kinshasa, lorsqu'il y a des manifestations, pour une cause qui est aussi sensible, à la fin des manifestations, il y a toujours un peu de débordement. 4 ans après son investiture à la tête de la République démocratique du Congo comme chef de l'État, 2019-2023, Félix Tshisekedi Tshilombo face au bilan. Devant la conscience nationale, internationale, notamment diasporique, bienvenue dans la semaine spéciale RDC du 20 au 26 février et c'est sur l'Afrique d'une seule voix. L'Afrique d'une seule voix. L'Afrique d'une seule voix. Certains artistes ont jugé qu'ils n'étaient pas responsables de la situation en RDC. Qu'est-ce que vous répondez? Des artistes aussi en diaspora hein, qui sont également sensibles à cette cause, à ce qui se passe en RDC, ont estimé qu'ils n'étaient pas, en fait, qu'ils étaient également des victimes collatérales de ce qui se passait en RDC. Vous savez, aucun d'entre eux n'était responsable. La seule chose, c'est que la culture congolaise, dans la culture congolaise, la musique est la colonne vertébrale de la culture, pour ne pas dire le cœur de la culture congolaise. Et il était important que les seuls qui étaient les porte-voix de la République démocratique du Congo, et puis on voyait aussi, hein, ils avaient des clips où on voyait des femmes quasiment nues, etc., etc. Nous étions qualifiés par les Nations Unies de la capitale mondiale du viol. Et donc c'était indécent dans un pays en guerre, dans un pays meurtri, dans un pays où l'on viole des femmes, dans un pays où l'on tue. Eh ben, les ambassadeurs culturels de ce pays ne prennent pas leur part de responsabilité. Et on les a forcés à prendre leur part. Pas en faire plus que nous, puisque nous assumons aussi nos responsabilités. Il fallait que eux aussi assument la leur. Et qu'ils ne pouvaient pas nous dire moi, je n'ai pas tué, je me sens pas concerné. Non, tout le peuple est concerné. Ça touche les Congolais, c'est des Congolais qui sont tués en tant que patriotes. Ils doivent s'engager. Semaine spéciale RDC du lundi 20 au dimanche 26 février sur l'Afrique d'une seule voix. Alors, parlez-moi de votre parcours, Rex Kazadi. Vous êtes né ici ou vous êtes né au Congo? Vous avez 44 ans aujourd'hui. Quel est votre parcours? Je suis né en République démocratique du Congo. Je suis arrivé en France à l'âge de 9 ans. J'ai fait mes études en France. Et à l'âge d'adolescente, je suis rentré dans un mouvement qu'on appelait les Black Dragons. C'était un mouvement de chasseurs des skinheads. Et puis, un peu plus tard, un peu plus âgé, je suis rentré dans la Nation of Islam. Donc, j'ai toujours été... Expliquez-moi les Black Skinheads, le mouvement Dragon, c'est quoi? Les Black Dragons, c'était un mouvement en fait, en France, dans les années 80, même les années 90, les Noirs ne pouvaient pas se promener comme ils voulaient. Et ils se faisaient agresser par des skinheads qui appelaient ça des ratonnades. Et donc, à un moment donné, les plus âgés, hein, moi j'étais la génération juste en dessous, se sont réunis et ont créé ce mouvement Black Dragon, qui était pas le seul mouvement, hein, il y en avait d'autres aussi, comme les Redskins et tout ça. C'était un mouvement pour se défendre, d'autodéfense, et qui était dans les rues et qui défendait en fait les Noirs qui étaient agressés. Donc c'est mon premier mouvement où je suis rentré, mon premier mouvement idéologique. Et donc, j'ai fait mes premiers pas dans ce mouvement. J'ai fait mes classes dans ce mouvement. Et plus tard, je suis rentré dans le mouvement qu'on appelle la Nation of Islam de l'honorable Louis Farrakhan avec mon jeune frère Kémy Seba. Et ensuite, à partir de là, je me suis intéressé un peu plus à ce qui se passait en Afrique et justement à ce qui se passait au Congo. Et j'ai commencé à m'intéresser à la politique congolaise et petit à petit, d'association en association, nous avons commencé par des associations d'aide aux victimes, des associations d'aide pour apporter de la nourriture. Et de fil en aiguille,
On a commencé à avoir des idées et à vouloir que ces idées se concrétisent. Après, du mouvement combattant et aujourd'hui, on fait de la politique, entre parenthèses, politicienne à plein temps. Donc voilà à peu près mon parcours. Congolaises, Congolais, en RDC, mais aussi dans la diaspora, nous dressons le bilan des 4 ans de gouvernance du président Félix Tshisekedi. Quel regard vous portez sur le bilan de M. Tshisekedi? Pendant ces 10 dernières années, nous avons avec le président Tshisekedi, nous sommes battus ensemble contre le régime de Joseph Kabila. J'ai eu l'opportunité de discuter avec lui longuement pendant de nombreuses années sur le jour où il serait aux affaires, où les gens avec qui on était seraient aux affaires et les choses qu'il ferait. Et donc, je suis étonné qu'aujourd'hui, chef de l'État, il n'arrive pas à accomplir la moitié des choses qu'il me disait à huis clos à l'époque. Je suis étonné pour quelqu'un qui a passé 30 années de sa vie en Belgique, qu'il soit là, qu'il voit qu'il y a des gens, des enfants qui meurent de faim. Nous avons à peu près 19 millions de Congolais qui sont en urgence alimentaire. Nous avons des hommes et des femmes qui se font tuer matin et midi soir, alors que nous avons une armée de plus de 118 000 hommes, etc., etc. Donc aujourd'hui, 4 années après son accession au pouvoir, le Congo d'avant Kabila et le Congo d'après Kabila, c'est la même chose. Rien n'a changé et c'est même pire. Vous savez, il y a quelqu'un qui m'avait dit un jour, un vieux sage, c'est-à-dire que lorsque vous stabilisez, où est-ce que vous êtes stabilisé, lorsque vous ne bougez plus, en fait, finalement, vous n'avancez plus. Et si vous n'avancez plus, vous reculez. Et c'est ce qui se passe pour le Congo. Le Congo n'avance pas. Pour certains, ils estiment qu'elle est stable. Pour moi, j'estime que le Congo est en train de reculer. Donc, il a un bilan négatif et certaines décisions qu'il a prises, comme nous faire entrer dans cette association avec l'Est, avec le regroupement à l'Est de la RDC qui s'appelle l'EAC, la communauté de l'Afrique de l'Est, économique de l'Afrique de l'Est, est un mouvement qui a comme objectif de dépecer la RDC. La plupart de nos voisins, nous en avons 9, estiment qu'il y a trop de richesses dans notre pays, estiment qu'ils peuvent nous piller, nous voler, personne ne leur dira rien, vu que le Rwanda le fait déjà depuis pratiquement 20 ou 30 ans. Comment ça s'appelle? Lorsqu'on dit que l'économie rwandaise se porte bien et que Paul Kagame a fait du Rwanda un petit paradis, mais au détriment des Congolais, au détriment de la République démocratique du Congo, en tuant, en assassinant, en violant des enfants, des femmes, durant ces 30 dernières années. Voilà la réalité de notre pays, la réalité que vivent les Congolais. Et c'est pour ça que nous estimons que pour cette année, comme on aura des élections au mois de décembre, ce serait le moment pour Félix Tshisekedi, président sortant, de passer la main et de laisser d'autres personnes conduire les affaires de l'État. 4 ans après son investiture à la tête de la République démocratique du Congo comme chef de l'État, 2019-2023, Félix Tshisekedi Tshilombo face au bilan. Devant la conscience nationale, internationale, notamment diasporique, bienvenue dans la semaine spéciale RDC du 20 au 26 février et c'est sur l'Afrique d'une seule voix. L'Afrique d'une seule voix. L'Afrique d'une seule voix. Les Congolais de la diaspora peuvent maintenant voter. C'est un élément positif. Un élément extrêmement positif. Moi, je me suis battu depuis presque 4 ou 5 ans pour que les Congolais de la diaspora votent. Ils ne pouvaient pas voter. Donc, c'est une avancée extraordinaire qu'on peut mettre au crédit de Félix Tshisekedi. Mais bon, c'est une goutte d'eau dans l'océan des problèmes congolais. Est-ce que vous êtes reparti au Congo ces dernières années? Je suis au Congo à l'heure où je vous appelle. Je suis au Congo. Je suis en République démocratique du Congo. Ouais, je suis au Congo. Là, je vous m'appelez, je suis au Congo. Je me suis mis dans une chambre pour pouvoir vous parler dans le calme. Sinon, si je sors d'ici, vous allez entendre les bruits des voitures, de la rue, etc., etc. Mais je suis en RDC. Je pensais que vous étiez en France. Non, je suis au Congo depuis le 1er février et je rentre très prochainement. Je fais la navette. Je rentre prochainement en France pour fêter mon anniversaire avec mes enfants.
Et puis, je reviendrai ici parce qu'on a 6 mois pour battre campagne et puis pour faire en sorte que les choses changent dans ce pays, en tout cas déjà au niveau électoral. Congolaises, Congolais, en RDC, mais aussi dans la diaspora, nous dressons le bilan des 4 ans de gouvernance du président Félix Tshisekedi. Donc, vous avez des ambitions politiques, mais vous avez souhaité ne pas en parler. Alors, je respecte cela. Parlez-moi de la vie d'un Congolais à l'étranger et la vie d'un Congolais quand il rentre dans son pays. Bon, il y a la vie d'un Congolais à l'étranger, prenant l'exemple de la France, c'est un peu comme la plupart des Africains en vivant en France. Bon, c'est métro, boulot, dodo, un boulot où on est payé le SMIC pour la plupart du temps, et puis le week-end, on se retrouve en communauté, boire quelques bières dans des restaurants africains et congolais, et puis peut-être voir un ou deux lives le week-end, et puis dimanche matin à l'église et lundi retour métro boulot dodo. Sans compter que pendant qu'on est là, on doit aussi toujours mettre un peu d'argent de côté ou avoir dans sa conscience qu'à un moment ou un autre, on peut recevoir un coup de fil d'un frère, d'un cousin qui est malade, donc il faut envoyer de l'argent, il faut cotiser pour un deuil, etc., etc. Donc la vie d'un Congolais en Occident, elle est rythmée vraiment par comment La routine. voilà, par la routine et surtout par le souci de ce qui se passe en République démocratique du Congo aussi. Et la vie du Congolais ici à Kinshasa, c'est la misère, c'est malheureusement on gagne allez, 1 euro, 1 à 2 euros par jour. C'est le délestage alimentaire. Ce qu'on appelle le délestage alimentaire, c'est que moi, je suis un papa, j'ai 4 enfants. Aujourd'hui, je mange. Demain, je ne mange pas. Je mangerai dans 2 jours. Et entre-temps, je laisse mes enfants manger. Et c'est des parents qui laissent leurs filles aller se prostituer pour amener à manger à la maison. C'est comme on n'a pas de nourriture, on va boire toute une journée une bouteille qu'on appelle de sucré, c'est-à-dire une bouteille de Vitalo ou de Fanta. Comme ça nous permet de ne pas avoir trop faim, etc., etc. C'est aussi à côté de ça la débrouille. Ceux qui sortent le matin, qui vont vendre tout et n'importe quoi, des chaussettes, des slips, des caleçons, des bouteilles en verre, des plastiques, etc., qui vont vendre des légumes, et qui vont rester toute la journée, comme certains mamans congolaises, elles restent toute la journée, du matin au soir, devant sur les routes, assis avec leur petite table à vendre des légumes et autres. Et ce qu'elles ne savent pas, c'est qu'elles sont là de 6 heures du matin à 19 heures et elles respirent les pots d'échappement des véhicules toute la journée. Donc elles tombent malades très rapidement, elles ne savent pas de quoi elles souffrent. Et on a énormément de gens qui meurent dans ce pays avant d'avoir 60 ans. Lorsqu'on a une personne qui a dépassé les 60 ans en République démocratique du Congo, c'est que c'est une personne qui est aisée, ou c'est une personne qui a de la chance, ou c'est une personne qui a une santé de fer, une santé extraordinaire. Donc, à côté de tout ça, vous savez, le premier métier, le métier le plus répandu en République démocratique du Congo, c'est les mines. C'est les mines. C'est là où vous pouvez voir toute une famille, tout le monde est creuseur. Tout le monde est creuseur, tout le monde va dans les mines. Mais malheureusement, ils sont payés des misères parce qu'on n'a pas un État qui est capable de dire à toutes ces grandes sociétés, eh ben, le salaire minimum d'un creuseur, c'est tant. Ouais. Il n'y a pas de personne il y a rien de régularisé en République démocratique du Congo. Tout est anarchique, chacun fait ce qu'il veut, surtout ceux qui ont les moyens financiers. Et surtout, et en règle générale, ceux qui ont les moyens financiers dans ce pays, ce sont des étrangers. Vous imaginez que je suis dans mon pays, il n'y a pas une seule banque, il n'y a pas une seule banque congolaise au Congo. Toutes les banques sont étrangères. Donc voilà un peu la réalité de ce que je vis. Alors, j'ai envie de vous dire, Rex Kazadi, que vous êtes dans votre posture d'opposant et j'entends des choses que j'ai déjà entendues, en fait, hein, des généralités, mais en même temps aussi la réalité, la triste réalité que vivent beaucoup de Congolais en RDC. Comment changer tout ça, selon vous? Vous savez, j'avais écouté un discours de Barack Obama qui disait qu'il fallait changer de système. Que si on changeait de système en Afrique,
c'est le système qui fera que les choses vont aller mieux. Moi, je suis pas d'accord avec cette vision, parce que un système où il n'y a pas d'hommes, c'est un système qui ne marche pas. Donc, c'est le changement d'hommes. C'est de mettre les bonnes personnes aux bons endroits. C'est le problème que nous avons, c'est qu'à chaque fois que nous avons ces hommes-là, parce qu'au Congo, nous les avons eus, ces hommes-là. Nous avons eu Lumumba, nous avons eu Okito, Polo, Okito, nous avons eu des hommes comme Pierre Moulélé, qui est pour moi mon mentor, mon guide spirituel. C'est vraiment l'une des personnes, enfin mon modèle. Et Moulélé, c'est l'un des seuls hommes qui s'est battu après la mort de Lumumba, seul contre les Américains et la Belgique. Mais il a été tué par son frère Mobutu, qu'il a découpé et jeté dans l'eau. Voilà à peu près, et ça se passe comme ça. Ce qui se passe, ça se passe comme ça depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui. Lorsqu'il y a une personne qui a une vision, qui veut véritablement changer les choses dans notre pays, il est tué, il est assassiné, il est abattu. Et en règle générale, c'est d'autres Congolais qui font toujours le sale boulot. Donc moi, je suis pour le changement d'homme. Il faut un homme. Ceux qui ne croient pas à l'homme providentiel, moi je ne crois pas qu'il y a un homme providentiel, mais je pense qu'il faut les bons hommes. Il y a des hommes, plusieurs, et notre population, notre communauté a suffisamment évolué pour qu'on puisse avoir des hommes et des femmes de cette qualité-là qui peuvent demain réellement changer les choses dans mon pays, en fait, pour l'avenir de nos enfants dans ce pays. 4 ans après son investiture à la tête de la République démocratique du Congo comme chef de l'État, 2019-2023, Félix Tshisekedi Tshilombo face au bilan. Devant la conscience nationale, internationale, notamment diasporique, bienvenue dans la semaine spéciale RDC du 20 au 26 février et c'est sur l'Afrique d'une seule voix. L'Afrique d'une seule voix. L'Afrique d'une seule voix. Donc, vous voulez dire que M. Tshisekedi n'est pas la bonne personne pour le Congo, en tout cas pour la prochaine élection présidentielle. Vous pensez qu'il faut un autre homme, un autre président, une autre présidente? Un autre président, parce que je pense qu'il a prouvé qu'il était incompétent, il a prouvé qu'il n'était pas capable de protéger les vies des Congolais, il a prouvé qu'il n'était pas capable de permettre aux Congolais de vivre, simplement de vivre dans leur pays. Vous imaginez, on a encore découvert récemment d'autres richesses dans notre pays. Est-ce que vous imaginez, par exemple, nous avons de l'or dans ce pays, mais l'or qu'on extrait est renvoyé à l'extérieur. Est-ce qu'il faut faire maths sup pour comprendre que garder l'or dans notre pays fera en sorte qu'on pourrait avoir une monnaie qui aurait une véritable valeur? Alors, garder l'or. Rex Casali, c'est pas tout que de dire. Il faut également pouvoir trouver le moyen de le faire avec les contraintes qu'il y a. La RDC, c'est un immense pays avec beaucoup de richesses, avec une population jeune et il y a des obstacles qui ressemblent à des montagnes, en fait. Par quel bout commencer? Quel serait... Oui. En fait, on vit, si on pensait, vous savez ce que vous êtes en train de me dire, si on réfléchit, les gens qui ont obtenu l'indépendance ou ceux qui se sont battus contre l'esclavage se disaient aussi que non, c'est pas possible, jamais on pourrait s'affranchir des Blancs, jamais on pourrait être libre. Et quand il y avait des jeunes fous qui se disaient, ben écoutez, moi, je serai plus jamais esclave et je vais me battre pour la libération des esclaves. Eh ben, c'est grâce à des gens comme ça que l'esclavage n'existe plus aujourd'hui. C'est grâce à des gens comme Lumumba et d'autres qu'on ait pu coloniser dans ce pays. Il faudrait d'autres personnes qui disent aussi non, les richesses du Congo doivent d'abord appartenir aux Congolais. Et puis, il n'y a pas, lorsque vous me dites qu'il y a tous ces obstacles, mais regardons à côté de chez nous. Les Angolais, pourquoi les Angolais vivent de leur pétrole? Comment ils font? Pourquoi, comment les Rwandais, à un moment donné, exploitent les minerais, le coltan de la RDC et le vendent à travers le monde et s'enrichissent leur pays. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, le problème, ce n'est pas simplement les autres, ce n'est pas simplement l'Occident, ce n'est pas simplement les Blancs, comme on pourrait dire. À un moment donné, il faut qu'on se regarde en face. Nous savons qu'il y a des pays qui ont des intérêts. Ben, défendons nos intérêts en faisant en sorte que tout le monde puisse se retrouver. Et je suis sûr et certain, parce qu'on parle de problèmes de corruption aujourd'hui, c'est une plaie dans notre pays, je suis sûr et certain que le peu
le peu que nous avons, le peu que nous arrivons à avoir dans notre pays, si elle était ne serait-ce que bien utilisée et qu'elle rentrait pas dans les poches des hommes et des femmes politiques pour s'enrichir, s'acheter des grosses maisons, s'acheter comment dire, des véhicules et autres, je pense que cet argent servirait véritablement à reconstruire notre pays. Le Congo n'a pas besoin de grand-chose. Il a simplement besoin d'hommes et de femmes qui ont envie que les choses changent. Alors, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas y croire. J'ai simplement dit que ça prend un certain temps. C'est long pour transformer un pays, pour transformer une société, pour transformer les mentalités. Les mentalités se transforment très rapidement par la loi. À partir du moment où vous dites à des gens, ça, vous ne faites plus, c'est fini. Une fois, au bout de quelques semaines, quelques mois, ça rentre dans les mœurs. Donc, les mentalités se changent très, très facilement. Et le reste, c'est juste une question de volonté politique. À partir du moment donné, vous vous dites que, bon, voilà, moi, je veux, ça va se passer comme ça chez moi, à partir de demain. Ça ne mettra pas 10 ans. Ça ne mettra pas 10 ans. C'est juste une question de volonté politique. Vous avez vu, comment ça s'appelle, un pays d'Amérique du Sud, il y a un Indien un Indien, ouais, qui est arrivé aux affaires. Du jour au lendemain, il a dit toutes les richesses du pays n'appartiennent plus aux multinationales, elles appartiennent qu'à notre pays. Les gens allaient dire qu'il allait mourir, on allait le tuer ou quoi que ce soit. Et ben, au bout de quelques mois, ben, tout le monde s'est aligné. Et aujourd'hui, ben, sa population, son peuple, profite des richesses de leur pays. Point. La première des choses, c'est d'avoir le courage de dire non. On n'a pas le courage de dire non. Moi, j'ai rencontré des responsables politiques, hein, des ministres d'autres pays qui me diront, mais attends, mais tout se décide à Paris. Qu'est-ce que tu me racontes? Je vis à Paris, moi. Paris n'est même pas capable de régler les problèmes à côté dans ces banlieues. Comment ils vont régler comment vous arrivez, vivant loin comme ça, à prendre des décisions et attendre l'autorisation de Paris? Je comprends pas. Donc il y a des gens comme ça qui aiment bien être dans leur mental et être au service des autres, être asservi, être servile, seul, sans même qu'on leur pose la question, sans qu'on les force. Il y a des gens comme ça. Et puis il y a des gens comme moi qui estiment ce qui m'appartient est à moi. Si on veut me l'enlever, ben, il faudra qu'on vienne me tuer. Voilà. Congolaises, Congolais, en RDC, mais aussi dans la diaspora, nous dressons le bilan des 4 ans de gouvernance du président Félix Tshisekedi. Alors, il y a des candidats qui se sont pratiquement déclarés pour la prochaine élection présidentielle. Je pense à M. Katumbi, M. Fayoulou, Dr Denis Mukwege. Vous vous situez dans quelle, on va dire, quelle branche politique? Ni l'un ni l'autre. Je me sens beaucoup plus proche d'Amukwege par rapport à ce qu'il a accompli et je le déconseillerais de rentrer dans la politique. C'est notre prix Nobel, c'est un modèle, c'est une sommité, c'est une, comment dire, c'est une mémoire vivante des exactions qu'ont subies les femmes en République démocratique du Congo. C'est une personne qui doit ramener la justice dans notre pays. C'est une personne qui doit être là en tant que témoin de tous ces viols de toutes ces femmes. Alors, la classe politique congolaise, elle est pourrite. Rentrer dans la politique congolaise, c'est prendre le risque d'être traîné dans la boue, c'est prendre le risque de prendre des coups. Et puis, Mukwege n'a pas vraiment de message, c'est pas un trubin, c'est pas un homme qui harangue les foules, et c'est pas un homme qui a un message politique qui est clair, malgré son parcours à lui, malgré son parcours personnel. Je pense que sa place, ce n'est pas dans la politique, et je le déconseillerais de se présenter. Mais en tant qu'homme, j'ai un immense respect, et chaque jour, je le remercierai jamais assez pour ce qu'il a fait pour les femmes congolaises, ce qu'il a fait pour le Congo et ce qu'il continue à faire. En ce qui concerne Moïse Katumbi, c'est un petit malin, mais il a partagé pendant 4 ou 5 ans le bilan de Félix Tshisekedi. Bon, aujourd'hui, il veut être calife à la place du calife, mais vous l'avez déjà entendu, il n'a pas de discours, il n'a pas de projet, il n'a qu'une seule ambition, c'est être président. Donc moi, je fais pas confiance à des gens qui veulent juste être président et qui veulent juste le pouvoir pour faire quoi? En tout cas, je suis pas convaincu et je pense qu'il y a d'autres personnes qui sont mieux placées que lui pour diriger la nation dans l'intérêt des Congolais. Dans son discours, dans ce qu'il fait, je ne vois pas où il défend l'intérêt des Congolais. Donc voilà à peu près. Donc Et M. Fayoulou?
Monsieur Fayoulou, c'est un homme que j'ai soutenu il y a 5 ans lors des dernières élections. C'est un homme qui aujourd'hui qui a des grandes valeurs, qui n'a pas encore dirigé, qui n'a jamais été aux affaires, à qui je pourrais confier, comment dire, la destinée de mon pays. Mais ces 5 dernières années, enfin ces 4 dernières années, dans l'opposition, je l'ai pas senti vraiment. Je l'ai pas senti qu'il avait faim. J'ai vraiment pas senti que c'est quelqu'un qui voulait faire bouger les choses, quoi. Donc j'ai plutôt senti quelqu'un qui a accepté sa défaite, qui a accepté que voilà qu'il avait perdu et qu'il voulait maintenant qu'on lui redonne son pouvoir, etc., etc. Donc non, il me rassure pas pour les 5 prochaines années. Congolaises, Congolais, en RDC mais aussi dans la diaspora, nous dressons le bilan des 4 ans de gouvernance du président Félix Tshisekedi. Votre mot de fin pour cette semaine spéciale RDC, à qui l'adressez-vous? Je l'adresserai au peuple congolais en lui disant ce que nous vivons n'est pas une fatalité. Lorsqu'on est par terre, la seule chose qui nous reste, c'est de se lever. Et Congo n'a biso écouté les mains. Bobangate. Merci Rex Kazadi d'avoir répondu à mes questions sur l'Afrique d'une seule voix. Je vous dis à très bientôt. Merci de l'invitation et merci de m'avoir permis de pouvoir m'exprimer sur mon pays. Merci bien. Semaine spéciale RDC du lundi 20 au dimanche 26 février sur l'Afrique d'une seule voix.